Bienvenue dans le 5e épisode de la Revue des Chefs. C'est l'émission, c'est le podcast, vous l'appelez comme vous voulez, où tous les mois, on vous partage notre veille, on la décrypte et comme ça, vous n'avez pas à le faire. En une émission, vous rattrapez les actus importantes du mois précédent. Alors nous, forcément, on fait notre sélection, on n'a pas vocation à vous citer tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Non, c'est seulement le plus important, ce qui peut vous impacter en tant que freelance ou agence pour mieux travailler demain ou anticiper le futur. Moi, c'est Nicolas, je suis fondateur de WP Chef et on forme les webmasters freelance à vivre confortablement de leur activité avec des sites WordPress no code mais techniquement irréprochables, avec des web designs qui claquent, qui donnent confiance, un référencement naturel optimisé dès le début avec une approche très héroïste et surtout une posture de consultant pour devenir un partenaire stratégique pour ses clients, pas juste un exécutant technique qu'on paye au lance-pierre. Tout ça dans le but de développer une activité pérenne et passionnante en incorporant l'IA à nos métiers pour ne pas se faire bouffer demain. Et je suis accompagné de Nicolas, oui, Nicolas lui aussi, qui est responsable de la veille à WP Chef. Salut. Salut Nicolas, alors moi je suis consultant indépendant depuis 2011 et depuis le début mon objectif c'est de développer l'activité de mes clients avec le plus d'efficacité possible. Et c'est comme ça que je suis arrivé naturellement à faire des sites WordPress no code et maintenant je suis également mentor chez WP Chef pour transmettre ma passion. Super. Et du coup, sans transition, on démarre avec la première actu, le premier sujet. Le mois dernier, il n'y avait rien à dire côté WordPress. Là, on a un petit peu plus de matière, on doit l'avouer. Cette première actualité, c'est la sortie officielle de Divi 5 le 26 février dernier, en version stable, parce qu'il y a une version bêta depuis un petit moment. Il y a d'ailleurs eu la 5.0.1, peu après, un tout petit correctif supplémentaire. Bref, on l'attendait, Divi 5. Pour comprendre pourquoi on l'attendait, il faut remonter un petit peu le temps. Il faut savoir qu'avant l'hégémonie d'Elementor, Divi était quand même le constructeur de page le plus populaire pendant quelques années. Et à contrario, c'est plus le cas aujourd'hui. Il a eu pas mal de désamour, on va dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Elementor propulse 13% de tous les sites internet dans le monde, peu importe leur technologie, ce qui est énorme. C'est quand même 4 à 5 fois plus de sites que Divi. Il y a des parts de marché qui sont dignes de ce nom, mais quand même, le combat est, on va dire, plutôt inégal. On se dit depuis longtemps, mais en fait, le succès d'Elementor est sûrement expliqué par le fait que le modèle est freemium, une version gratuite et une version payante, là où Divi, ça a probablement été entravé par le modèle payant dès le début, même s'il est limité, même si ci, même si ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le prix non plus, quelque part. Il y a une stagnation technologique de la part de Divi. On se demande ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années, en fait. Moi, je pense qu'il y a eu des choses en coulisses dont on n'a jamais appris l'existence. Est-ce que l'équipe est restée en place à l'identique ou quoi que ce soit? Ils n'étaient pas assez rapides, donc en fait, ils ont misé sur l'écosystème d'autres développeurs pour développer pour ajouter des fonctionnalités. Ils ont ouvert une place de marché, donc une marketplace officielle. Après, ils avaient cette situation assez difficile, où il fallait pas forcément écraser les petits éditeurs et prendre leurs fonctionnalités et les mettre directement dans Divi. Puis il y a l'éditeur visuel de Divi qui était lent, qui était buggé, qui des fois rechargeait une deuxième fois quand on voulait ouvrir une publication. Il y avait aussi pas mal de choses à la traîne. Par exemple, on n'avait pas les conteneurs Flexbox ou Grid, alors qu'on les a partout maintenant. Ce qui fait qu'en fait, avec ce retard et cette dette technique, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, je vais pas rester avec Divi, je vais changer, je vais passer à autre chose, je vais voir si je trouve pas l'herbe plus verte ailleurs. Et c'est vrai que à fonctionnalité équivalente et à modèle quasiment équivalent, beaucoup se sont dit, en fait, je vais partir chez Elementor, chez Oxygène, chez Brix, selon leur affinité et leur facilité avec le code, surtout. Et donc, avec un Divi plutôt lent, plutôt lourd, plutôt pas assez riche, on va dire, le développement de Divi 5 a été annoncé fin 2022, ce qui fait qu'avec plus de 3 ans de développement, c'est bon, ça arrive enfin. Pourquoi 3 ans? Parce qu'en fait, c'était une réécriture complète du code pour tout changer le moteur, finalement. C'est la fin des codes courts qui était la méthode de balisage pour interpréter le code et pour faire le rendu visuel. On a un éditeur qui est beaucoup plus rapide, genre vraiment très rapide. Il y a des choses qui sont assez impressionnantes avec le chargement spéculatif dans Google Chrome. C'est pour ça aussi j'ai fait des essais avec Safari, j'ai pas senti ce truc instantané, je comprends pourquoi. Il n'empêche que le code généré par Divi 5 est quand même suffisamment identique, ce qui fait qu'il y a une rétrocompatibilité qui est maximale avec les anciens sites. Il y a tout ce truc où aujourd'hui, il n'y a pas non plus l'obligation de laisser des sites en Divi 4 derrière nous et de pas les passer en Divi 5. Ils ont quand même bien géré ça. Il y a aussi tout un nouveau design dans le Visual Builder, donc l'éditeur où on travaille le plus. Avant, il y avait l'interface invisible. C'était le maître mot de Divi 3, Divi 4. Là, finalement, on a des colonnes sur les côtés. Ça devient beaucoup plus, je trouve, un outil professionnel où on active certaines parties, on les redéplace. Ça m'a fait un petit peu penser à du Photoshop, à du Webflow, des choses comme ça, où
Voilà, l'interface est bien là, mais on a quand même des outils de tous côtés, avec des colonnes latérales qui sont plutôt intéressantes. Et quand on est sur grand écran, franchement, on est bien, on travaille plutôt bien. Ouais. Et donc au début, Divi5 c'était juste une réécriture, c'était le fait que, allez, on change tout le moteur, et on sortira Divi5 à fonctionnalité équivalente à Divi4. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Ils se sont chauffés, ils se sont dit qu'ils étaient en retard, c'est pas grave, on rajoute, et donc c'est pour ça qu'au final Divi5 c'est Divi4 avec un nouveau moteur et de nouvelles fonctionnalités, comme les conteneurs Flexbox et Grid, avec le fait de pouvoir enfin imbriquer des lignes, des modules de façon illimitée, de nouveaux modules, on a le groupe, on a le carrousel, on a la comparaison d'images, le avant-après, vous savez, pas mal de choses un petit peu dans tous les sens qui vont faciliter le quotidien. On a également un loop builder qui n'était pas forcément là avant, ce qui fait que pour des besoins simples, on n'a pas besoin d'aller chercher un add-on particulier. On a des points de rupture qui sont modifiables pour le responsive, on peut monter jusqu'à 7. Il y a dorénavant, et là ça devient plus intéressant, un gestionnaire de variables assez global. Moi j'ai plutôt aimé, parce que quelque part on peut dire, bah tiens, ma police de titre, je veux qu'elle soit ça, mais on le met dans le constructeur, mais c'est synchronisé au thème. C'est assez intelligent par moment. On a également les pré-réglages qui étaient déjà présents avant, mais qui ont été améliorés, qui permettent d'aller plus loin. On peut mettre des pré-réglages qui contiennent des variables. On peut faire maintenant le côté canvas avec une page d'un côté et je prépare la pop-up de l'autre, mais c'est la même interface, c'est pas très très loin. On a des unités CSS avancées, ce qui fait qu'en fait, les personnes qui savent ce qu'elles font, qui peuvent raisonner en design system assez tôt, peuvent s'amuser. C'est un outil bien plus professionnel et beaucoup moins amateur au vu des sites qu'on peut faire de nos jours. La question maintenant, c'est, ok, maintenant que Divi5 est sorti, est-ce qu'il faut qu'on migre nos anciens sites qui étaient avec Divi4 vers la version 5 ? Alors, normalement, oui. Sur le papier, oui. Un site qui a utilisé que des modules de Divi, il n'a pas trop de problème. Par contre, si on utilisait des add-ons, là, c'est peut-être plus dangereux parce que ils ont eu certains temps en bêta, les développeurs des add-ons tiers, pour se mettre à jour et être prêts. Ils ne le sont pas forcément tous. Donc, il y a des cas où quelqu'un va pouvoir dire, moi je l'ai vu dans les commentaires d'un article hier, ben en fait, je suis bloqué à cause de cette extension qui n'a pas été mise à jour depuis 2 ans, qui a été abandonnée. Et oui. Donc à ce moment-là, ça veut dire que la migration n'est pas possible sur une page donnée, et donc on peut avoir un site qui utiliserait le code de Divi5 sur plein de pages, mais une sur une exception. C'est bien ça, Nicolas. Ça fonctionnerait comme ça. Oui, oui, oui. Bon, après, les modules abandonnés, de toute façon, il faut les remplacer. Mais même sans parler de modules abandonnés, il y a plein d'extensions qui sont. C'est des petits développeurs qui sont dans l'écosystème Divi. Et en fait, je pense à PI Creative qui a une dizaine d'extensions. Bah, il les fait, mais au fur et à mesure. Donc, en fait, il a fait les trois quarts, mais il y en a encore quelques-unes qui doivent. Voilà. Donc, pour les mises à jour, peut-être encore patienter, peut-être. Oui, tout à fait. On a vu une annonce assez intéressante également du côté de Jet Plugin qui édite CrocoBlock, qui est assez connu tout l'écosystème Elementor. Ils disent, finalement, vu que Divi5 arrive, c'est bon, on va proposer quelque chose, nous aussi. Ok, c'est un joli signal. Ça veut dire que Divi commence à retrouver une meilleure image. D'ailleurs, pour la migration, c'est possible depuis la version 4.27.6 de Divi. Dans le tableau de bord, on peut voir, tiens, est-ce que je peux mettre à jour vers Divi5 ? Il y a une vérification de compatibilité, ça va scanner tout le site. Enfin, c'est des modules qui sont incompatibles, des choses comme ça. Et ça va du coup convertir tout l'ancien code en nouveau code pour que ça fonctionne à l'identique, pour que le site ait l'air vraiment à 100% ISO, on va dire. Et en plus de ça, on a pu voir qu'il y avait un rollback. Donc en gros, si jamais ça va pas, on revient au format de données de Divi4. Il y a vraiment cette conversion dans un sens ou dans un autre qui est plutôt pratique. Et on a aussi appris que Divi4 serait encore pris en charge pendant au moins 12 mois. Ça laisse le temps, effectivement, de migrer ou d'attendre parce qu'on n'est pas forcément pressé. Alors moi, j'ai essayé Divi5 parce que je l'avais pas fait. Jusqu'à présent, je voulais pas le faire en bêta, je voulais attendre que ce soit suffisamment mature. Et quelque part, il faut réapprendre. Alors on retrouve ces marques, mais ça fait bizarre, on a une nouvelle interface avec une logique légèrement différente, mais en même temps on sent la logique de l'ancien Divi qu'on a bien connu en fait, donc c'est familier d'un côté, et de l'autre ça l'est pas tant que ça, et c'est assez nouveau, on cherche ces marques, des choses qui nous semblaient ultra évidentes, on les trouvait d'un coup d'œil, là c'est, ah non c'est plutôt à droite, et puis ci, et puis ça, c'est des habitudes, c'est normal, il faut les refaire. Par contre, je m'attendais à mieux. Je pensais que, vu qu'ils avaient ajouté en fait plein de nouvelles fonctionnalités, je me suis dit, c'est bon, les maladresses de Divi 4, 3, 2, 1 vont partir à la poubelle au passage, Divi 5 va être beaucoup plus pro dès le début. Mais en fait, non. Ce que je pouvais reprocher à Divi il y a quelques années, c'est toujours là. Quand on veut gérer l'aspect thème, si vous voulez, on peut le faire dans la personnalisation, donc l'outil de personnalisation de WordPress. On peut le faire aussi du côté des options du thème. Il y a ces deux éléments qui coexistent et qui sont pas unifiés. Il y a des logiques qui sont assez vieillottes finalement. Moi, j'étais prêt à plus. J'étais prêt à
à aller plus loin en mode vrai design system dès le début, ci et ça. Et non, je, je m'attendais vraiment à plus. Les traductions sont toujours pas à la hauteur, alors que maintenant ils mettent de l'IA dès qu'ils peuvent pour tout traduire. Bah, c'est pas encore ça. J'ai vu des bugs aussi. Franchement, je suis parti d'un site en local tout neuf. Les styles dans l'édition étaient buggés en front, ça marchait, mais pas dans l'édition. C'était une page nouvelle en plus. C'était une nouvelle page. C'était même pas quelque chose que j'avais importé d'ailleurs. Euh, la migration passée de Divi 4 à Divi 5 n'a pas bien fonctionné. J'ai pris toute une page Divi 4, je l'ai importé, j'ai voulu faire la migration. Il me dit tout est bon, c'est du Divi 5. Non, parce que je vois qu'il y a écrit que c'est le mode compatibilité. J'ai vu des trucs, les dégradés d'arrière-plan ne suivent pas. S'ils sont définis sur ordi, ils descendent pas en tablette, ils descendent pas en mobile, comme s'il y avait un truc côté CSS qui était pas. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Et en plus, moi, je sors de plusieurs mois où j'ai passé beaucoup de temps avec Astra et avec Elementor, ce qui fait que le retour à Divi n'est pas forcément facile, mais pour des trucs bêtes, en fait. La logique de thème d'Astra, par exemple, elle est logique. Hein. Si je veux configurer la taille des titres de niveau 2, les H2, sur ordi, tablette et mobile, je le fais de façon centralisée. Divi ne l'a jamais proposé, hein. Mais je m'attendais à ce qu'on puisse enfin le faire, qu'on ait vraiment le contrôle. Moi, historiquement, je l'ai fait en CSS, ça, sur mes sites avec Divi, si je voulais suffisamment de contrôle. Là, je peux toujours pas. Vraiment, je voulais un truc plus poussé. Je voulais quelque chose où ils allaient mieux réussir à unifier et le constructeur et le thème pour que ce soit ultra cohérent. Même qu'ils se débarrassent du côté thème, finalement, que le constructeur arrive à tout gérer. Et je l'ai pas senti. Il y a plein de pas en avant, mais il y a encore des choses dans le passé qu'il faudrait totalement retirer. Ils peuvent le faire, hein. Là, c'est que Divi 5.0. Ils ont, maintenant que c'est fait, ils peuvent faire la révolution, ça se trouve. Mais là, aujourd'hui, moi, passer à Divi 5, non, pas encore. Toi, t'en as pensé quoi? Oui, alors moi aussi, j'ai pas vraiment mis de site en production sur Divi 5, mais j'ai fait quelques tests. Je suis assez d'accord avec toi sur l'impression générale, c'est-à-dire que il y a quelque chose de mi-cuit, c'est-à-dire ils ont rattrapé la date technique. On a un produit qui fonctionne bien. Il y a des choses, il y a des petites choses qui rendent le produit plus agréable. Il y a des choses qui, bon, c'est plus rapide, on l'a dit, mais il y a des choses qui permettent de gagner du temps de manière plus systématique. Mais en même temps, ils se sont pas départis de certaines conceptions. Franchement, on n'est pas perdu. Tu dis qu'il faut s'adapter un peu. Oui, bon, faut retrouver où sont les outils, mais franchement, ça reste la même logique. Si on veut éliminer complètement les variables et les presets, on peut tout à fait le faire. Et le jour de la sortie ou le lendemain, ils ont sorti un kit gratuit qu'ils ont présenté comme un cadeau, où en fait, on a quelque chose de très complet. On a un vrai design system qui est fourni. Alors, l'installation prend 5 à 10 minutes parce que, bah oui, parce que il y a, je crois, une dizaine de fichiers à importer, des réglages, des cases à cocher, des trucs comme ça. On aurait aimé quelque chose d'automatique, une importation en un clic, de démo, de trucs comme ça, quoi. Ouais. Bon, en plus de ça, alors, on a une trentaine de pages, de modèles de pages, etc. C'est vraiment très, très complet, mais en fait, ce qui est surtout intéressant dans ce kit-là, c'est que tout est préconfiguré. C'est-à-dire qu'on a, tu parlais des tailles de titres, en fait, tous les presets sont déjà là, toutes les variables globales sont déjà là. Donc en fait, pour moi, ça fait partie du produit de base. C'est-à-dire que si on crée un nouveau site avec Divi5, il vaut mieux partir de ce kit-là pour gagner Ouais. énormément de temps. Et là, je ne parle pas du temps d'installation, je parle de temps pour créer tous les presets et toutes les variables. À la limite, comme on le voit dans la formation WordPress qu'on fait chez nous, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir sur un blueprint qu'on met à notre façon. Et puis après, voilà. Mais sinon, repartir de 0,0 à chaque fois, c'est un gaspillage. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, à l'heure quand on voit comment l'écosystème d'Elementor est développé, ça me semble une perte de temps énorme. Donc, ils ont annoncé que Divi4 serait supporté pris en charge pendant au moins 12 mois. Donc, on a le temps de faire la migration, on attend de voir que les autres extensions de l'écosystème se mettent à jour, etc. Et moi, j'ai plein de sites en maintenance sous Divi4. Je ne vais pas tous les refaire. Forcément, je ferai des migrations. Donc, forcément, je vais y passer à Divi5, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai bien envie de me faire le prochain site, le prochain projet client que je vais lancer. J'ai bien envie de le faire avec Divi5, avec le kit, hein, parce que sinon, je ne ferai pas autrement. Voilà, j'ai quand même de bons espoirs dans le loop builder notamment. Mais est-ce que je vais pas me sentir trop limité en fonctionnalité par rapport aux produits de Divi Engine, par exemple?
quand il y a une fonctionnalité qui est intégrée dans un produit de base, ben, quand on a l'habitude des produits avancés, peut-être que il peut manquer des choses. Donc voilà, j'ai envie de dire, on en reparle dans quelques mois, Ouais. quand l'écosystème sera mûr et puis quand on aura fait un peu plus de tests, de vrais tests, quoi. Mm. Et je pense aussi qu'avec les mises à jour et la rapidité avec laquelle ils ont sorti des mises à jour de Divi 5, même en bêta, ils peuvent nous surprendre. Laissons-leur quelques mois et on verra vers l'été où est-ce qu'on en est exactement. Ça se trouve, on pourra dire, ok, là c'est devenu beaucoup plus sérieux, beaucoup plus costaud, et on peut faire des choses. Mais là, pour le moment, zéro urgence à migrer, clairement. Ouais. Ce qui nous permet de passer au sujet suivant. Donc là, c'est un sujet très très WordPress. On va aller un petit peu du côté de la visibilité, quelque part, et de l'IA, hein, comme à chaque fois. Parce que finalement, on en parle beaucoup, beaucoup trop. Oui, oui, oui. Alors moi, j'avais envie de vous parler d'un sujet. Est-ce que vous savez qu'on est un petit peu préservé en France du côté de la visibilité sur les moteurs de recherche? Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas d'AI Overview sur Google en France, et uniquement en France, parce que partout ailleurs en Europe, c'est présent. Donc les AI Overviews, ce sont des résumés IA qui s'affichent avant les résultats naturels quand on fait une requête dans Google. C'est-à-dire qu'on a directement la réponse sans avoir besoin de visiter les sites qui contiennent les informations. Alors, on a encore même les résultats en dessous, mais si la réponse est bonne, ben voilà, on n'a pas besoin de cliquer. Donc, ça entraîne un effondrement des revenus publicitaires pour les éditeurs de sites. Et jusqu'à présent, la réponse de Google à cette observation, à ces critiques, c'était que certes, il y avait moins de trafic, mais il était plus qualifié, donc plus intéressant pour les éditeurs et aussi pour les annonceurs. Mais les critiques sont quand même de plus en plus nombreuses. Et justement, il y a un conseil des éditeurs européens, que bon, je ne connaissais pas, un genre de groupe de pression des éditeurs de sites, qui vient de déposer plainte pour abus de monopole contre Google. Là, c'est vraiment tout nouveau, donc on ne sait pas si ça va être accepté, si ça va être... voilà. Mais il y a quand même un mouvement juridique qui est en train de se lancer. Donc on attend de voir ce que ça va se donner. Donc ça, c'était les AI Overviews, mais on n'a pas non plus de AI Mode. Alors, c'est presque la même chose, enfin c'est proche, on va dire. C'est l'onglet d'à côté, c'est une version plus évoluée de l'AI Overview. C'est une différence déjà au niveau de l'interface. On est plus proche du chat, voire du chatbot, non, plutôt du chat. C'est-à-dire que une requête est découpée en plusieurs sous-requêtes qui sont exécutées simultanément. C'est ce qu'on appelle le fan-out, dont on a déjà parlé dans la revue des chefs, notamment avec ChatGPT, et dont les résultats de ces sous-requêtes sont présentés sous forme de synthèse. Donc en fait, c'est vraiment un cran au-dessus, mais bon, ça reste le même principe. On fait une requête, on a la réponse, et on ne va pas consulter les sites. Encore moins que pour les AI Overviews. Donc, on s'attend naturellement à avoir des résultats, c'est-à-dire des réponses différentes d'une recherche Google classique avec le AI Mode, mais la question c'est à quel point. Et maintenant, on commence à avoir suffisamment de recul. Il y a notamment des chercheurs qui ont fait des études. Il y en a une qui est sortie récemment, et sur 40 000 requêtes, l'étude montre que 88% des citations de l'AI Mode sont absentes des résultats organiques. Dans un LLM, on parle de citation, dans un moteur de recherche classique, on parle de résultats. Mais voilà, il y a une énorme différence dans la réponse en elle-même. Et sur ces citations, la seconde source la plus citée, c'est YouTube. Donc en fait, on ne sort pas de Google. Et sur les suivants, en premier, on a Wikipédia, donc c'est assez logique, ça reste quand même l'encyclopédie de référence, donc c'est normal que ce soit la source la plus citée. Mais en dessous, c'est Facebook et Reddit. Donc en fait, si on prend les 4 premiers que je viens de vous citer, eh bien, ces domaines-là concentrent 10% de toutes les citations. Donc 10%, on peut dire, bon, à 10, 90, non, 10% d'absolument tout. Donc en fait, par rapport à la recherche classique, la concentration de l'autorité est bien plus grande. Et c'est un problème, parce que ça donne encore moins de visibilité aux petits sites, enfin aux Ouais. petits. Si on parle de Reddit et YouTube, voilà, même les très très gros, qui ne sont pas gigantesques, perdent en visibilité. Donc, Google a concédé, ils ont reconnu publiquement que le web ouvert décline rapidement. C'est une citation, traduction, mais c'est quand même inquiétant, c'est quand même impressionnant. Et donc, en concession, ils vont introduire des liens dans les résultats avec affichage des sources en pop-up
au survol. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on avait juste un petit icône après à la fin des résultats pour dire voici ma source. Là, on met une information au milieu du paragraphe et au survol, donc sans clic, on a une petite pop-up avec le nom du site, une courte description et une image. Et ça, ce sera aussi bien dans les overviews que dans l'AI mode. Donc, ça concerne les deux fonctionnalités dont je vous ai parlé. Et aussi, les icônes de source seront plus visibles avec de la couleur, plus gros, etc. Donc, c'est vraiment des modifications à la marge, on change pas le fonctionnement de base. Donc nous, ce qu'on attend réellement, alors nous webmasters non français, puisque c'est vraiment partout en Europe et partout dans le monde, ce qu'on attend, c'est des outils statistiques spécifiques pour les modes et les overviews. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la Search Console, tout est mélangé, on n'a pas d'infos. Donc en fait, on a besoin d'outils statistiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être s'adapter, etc. Et en plus de ça, de ces petites concessions, il y a des rumeurs qui tournent, c'est que pour éviter des amendes liées au DMA, le DMA, le Digital Markets Act, donc un règlement européen, Google envisage de faire apparaître des moteurs spécialisés concurrents dans des domaines précis comme les hôtels, les vols ou les restaurants. Donc, ces moteurs-là seraient à côté, voire au-dessus de leur propre service, mais ça, c'est vraiment juste pour apaiser Oui. la Commission européenne. Donc, voilà, c'est vraiment réactif, quoi. On attend qu'il y ait un problème pour essayer de réfléchir à une solution. Et donc ça, c'était la recherche, mais dans les chatbots, c'est pas mieux, puisqu'il y a une étude qui est sortie fin janvier sur ChatGPT, Gemini et Perplexity, où en fait, si on regarde les établissements, c'est-à-dire les lieux physiques qui apparaissent dans la recherche classique et dans Google Maps, eh bien on constate que selon les modèles, il n'y a que 1 à 11% de ces établissements qui apparaissent dans les réponses des chatbots. Donc au niveau de la recherche locale, du référencement local, c'est encore pire. Les chatbots, ils privilégient les marques nationales, les grosses, enfin plus c'est gros, plus ça sera visible. Les proportions sont pas du tout les mêmes. Donc voilà. Après, on peut se dire, Google n'a pas l'air de vraiment se remettre en question, en tout cas pas assez vite. Alors comment on s'en sort? Il y a une idée qui circule depuis un moment, c'est de créer un web alternatif pour les IA. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des sites web avec des structures. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça encore du web, mais en tout cas, on a des sites avec des structures simples, sans fioritures, sans pub, sans navigation transversale, vraiment juste le contenu, la navigation. Ok. Et, euh, et même sans mise en page, en fait. Sans décoration, sans mise en page, c'est pour les robots. Et donc, il y a des gens qui ont fait des tests, alors souvent des tests préliminaires, notamment le créateur de Drupal, qui a trouvé, enfin, les premiers tests sont concluants pour des premiers tests, c'est-à-dire que les sites qui font ça, pour l'instant, comme il y en a très peu, ils semblent être préférés par les robots. C'est-à-dire que les robots vont passer dessus plus souvent et potentiellement, ils seront cités plus souvent dans les résultats aussi. Et du coup, si ces pages-là, elles sont pas faites pour les humains, ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en forme. Il reste quoi au final? Bah, il reste quasiment que le texte, parce qu'en fait, il y a un format texte qui permet de structurer l'information de manière légère et standard, ça s'appelle le Markdown. Et l'avantage du Markdown, c'est que ça reste lisible par les humains. Oh, Donc en attends, fait, c'est le truc où en fait tu fais dièse et tu mets, enfin croisillon et ton texte c'est un titre de niveau 1, croisillon, croisillon c'est un titre de niveau 2, un truc comme ça. oui, en tant que webmaster, vous l'avez sans doute déjà vu, quand on fait des copier-coller dans Notion, ça utilise ce format-là. Donc on a le texte qui est entouré de symboles de texte qui permettent de faire du markup, mais du balisage, pardon, pour indiquer les titres, pour indiquer les puces, etc. Mais ça reste un fichier texte, donc c'est très léger et très Oui. facile à analyser par des robots. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et là, c'est finalement Cloudflare qui est parti devant tout seul. Comme souvent, ils se lancent tout seuls et ils ont décidé d'utiliser ce format-là. Alors, souvenez-vous, c'est eux qui ont inventé le fichier llm.txt pour interdire par défaut l'indexation des sites qui protègent. Donc, ils ont décidé de faire ça tout seuls, automatiquement pour tous leurs clients. Et finalement, les éditeurs de Gemini, ChatGPT et compagnie, ils ont dit que bah, c'est très bien votre truc, mais nous, on ne s'en sert pas. Donc en fait, ça n'a aucun effet. Bon, bah, là, ils ont fait pareil. Ils sont partis tout seuls. Ils ont dit que si un site est parcouru par un robot et que ce robot déclare qu'il accepte une réponse HTTP au format Markdown, à ce moment-là, Cloudflare fait automatiquement la conversion de la page web depuis l'HTML. Donc, on peut se dire que c'est
finalement, il y a pas de gain en ressources, mais si, parce que le but de Cloudflare, c'est de mettre en cache près de l'utilisateur, du visiteur, une version en cache de la page HTML. Donc, ils font automatiquement une version Markdown pour les robots. Donc, pour eux et pour les robots, ça consomme quasiment rien finalement. Ok. Et voilà. Mais ça, c'est fait automatiquement. C'est une initiative d'un très gros fournisseur, mais on peut faire cette conversion-là à d'autres endroits, notamment au niveau de WordPress. Et l'écosystème n'est pas en reste, puisqu'on a vu plein d'acteurs bouger un peu en même temps, notamment en premier Yoast de Valk, qui est donc le créateur de Yoast SEO, qui a développé lui-même une extension WordPress qui fait ça du côté serveur. Et on sait aussi que Matt Mullenweg d'Automatic concentre ses efforts depuis quelques mois pour essayer de garder WordPress pertinent dans un monde dominé par l'IA. Et on sait qu'il a demandé à ses équipes à ce que ça soit fait automatiquement dans le cœur de WordPress. Donc c'est un peu la même chose, mais là aussi c'est un peu le même point de vue, c'est-à-dire il faut pas attendre les utilisateurs, il faut faut même pas attendre la communauté, il faut le faire automatiquement pour rester dans le jeu, quoi, en fait. Et il devrait bientôt y avoir une majorité de sites dans le monde qui proposent des versions Markdown. Pourquoi? Parce que les 43% de WordPress plus les 20, 30, je sais pas, pourcents de part de marché de Cloudflare, on devrait passer le plus de 50%. Donc peut-être que quand tout le monde fera du Markdown, il y aura peut-être pas d'avantage concurrentiel en termes de visibilité, mais bon, ça devrait quand même bien faire avancer les choses. À voir, à suivre. Ou peut-être que les robots ne s'en préoccuperaient absolument pas et que ça change rien. Mais en tout cas, ça bouge. Donc, le Markdown, c'est pas forcément la panacée, parce que John Mueller, donc un des porte-parole de Google, a dit que l'idée était stupide. Rien que Il s'est ça. même moqué, littéralement, hein, il s'est même moqué de l'idée en proposant de transformer tous les contenus de tous les sites web en images statiques parce que les robots sont capables de lire des images. Donc il a fait semblant de mal comprendre l'argument en disant puisque les robots peuvent lire du Markdown, voilà, transformons tout en Markdown. Sauf que là, il y a un intérêt technique et on a quand même des gros soucis de consommation électrique dans les centres de données. Donc moi, ça me semble pas si idiot de faire ça. Surtout que ça peut faire des économies, voilà, ça peut faire des économies assez énormes. Et en fait, ça rejoint aussi des réflexions plus profondes que j'ai vu passer au cours des 12 derniers mois. Euh, Si les taux de clics s'effondrent, est-ce que le GEO, l'optimisation pour les IA, est-ce que ça va pas remplacer le SEO? Je vais loin, hein, mais est-ce qu'on pourrait pas arrêter d'optimiser les versions HTML pour manipuler les résultats dans les moteurs de recherche et à la place se concentrer sur la conversion des humains? C'est-à-dire faire quelque chose qui vraiment les incite à passer à l'action, à acheter, voilà. Euh, et donc, on aurait une version Markdown pour le GEO et la version HTML pour les humains. C'est une vision un peu étrange. Je vous la relais parce que ça vient pas de moi, hein, mais c'est une réflexion. Euh, Moi, ça me fait penser au cloaking, c'est-à-dire la méthode qui consiste à présenter un résultat différent pour les robots des humains. C'est exactement ce que je viens de vous décrire, mais le cloaking, c'est une méthode de manipulation malhonnête. Là, l'idée, ça serait euh, de, enfin, voilà, d'avoir des choses optimales pour tout le monde, en fait. Et je sais pas. Franchement, je suis dubitatif. Le fait que Google se moque, c'est un mauvais signal. Mais est-ce qu'on n'a pas justement la division SEO de l'ancien monde de Google qui fait surface, montre des luttes internes par rapport aux IA, etc. Parce que l'IA en interne chez Google, ça bouffe tout comme partout dans le monde. Mm. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser à une transformation de notre métier pour demain, où en gros, on va quand même le site aura deux cibles bien distinctes cette fois-ci. On se dit, ok, il y a les versions pour les humains, et là, il faut dire des choses, il faut du copywriting, il faut que ce soit beau, et c'est notre métier hein, aujourd'hui, clairement. Et d'autre côté, ce serait de regarder cette conversion en Markdown et tous les protocoles qui tournent autour, parce qu'on a aussi parlé de l'UCP récemment, le fait qu'on peut acheter directement depuis des LLM. Donc ça veut dire qu'il y a probablement un web qui va continuer à être navigationnel, comme on l'a toujours connu, et il y a le web conversationnel,
où le webmaster aura pour rôle de s'assurer que tout fonctionne bien et que des gens, quelque part, puissent interagir au travers de n'importe quelle IA qu'ils utiliseraient avec un site internet sans vraiment passer dessus. Parce que le LLM saurait explorer ce qu'il y a en Markdown, saurait explorer les fonctionnalités disponibles, saurait passer une commande tout seul, et donc on n'est pas encore prêt. C'est un peu tôt pour anticiper ça, mais j'ai l'impression que notre métier peut évoluer dans ces deux directions-là en même temps. Il faut continuer à faire de super sites, bien évidemment, pour contrôler ce qu'on fait de ce côté pour les IA. Du coup, avant de passer au sujet suivant, j'interromps l'émission pour vous demander une petite faveur. Il nous reste encore deux sujets costauds à traiter, hein, encore autour de l'IA, mais si vous êtes encore là, si vous appréciez le format, mettez-nous un pouce, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles sur l'application dans laquelle vous nous regardez ou vous nous écoutez. Ça soutient notre travail, ça nous incite à faire perdurer le format, et alors une fois que c'est fait, on peut continuer. Alors, justement, on va vraiment, c'est un grand sujet qu'on déroule parce que on évoquait la possibilité de, voilà, de perdre de la visibilité à l'avenir. En SEO, quand on n'arrive pas à être visible, il y a une solution vers laquelle on peut se tourner, c'est la publicité. Voilà. Mais en GEO, donc dans les chatbots aujourd'hui, on n'a pas encore cette possibilité. Il n'y a pas de pub. Sauf dans un cas particulier, parce que la publicité vient d'arriver, là, début février, dans ChatGPT, et uniquement aux États-Unis. Donc, ne vous attendez pas à pouvoir créer des annonces prochainement, ou webmaster français ou francophone. Le budget minimum pour annoncer sur ChatGPT, c'est 200 000 $, et les annonceurs sont triés sur le volet, à la main. C'est juste un formulaire, un petit formulaire web pour dire et rentrons en contact. C'est pas pour tout de suite, et en plus, les concurrents de ChatGPT se moquent de cette fonctionnalité. Bon, c'est de bonne guerre. On a vu notamment une publicité d'Anthropic au Super Bowl, donc c'est pas rien, c'est notable. Et on a vu quelques jours après, il y avait un sommet sur l'IA en Inde, et on a vu une vidéo virale qui est devenue virale, qui montre les deux patrons de OpenAI et Anthropic qui ont refusé de se tenir la main. Et c'était vraiment ridicule, quoi. Bon. Et à côté de ça, on a aussi Google et Perplexity, donc les deux autres de ce quatuor, qui ont confirmé qu'ils n'avaient aucun plan pour mettre de la publicité dans leurs résultats. Et voilà. C'est pas dit que la publicité reste longtemps dans ChatGPT, c'est pas dit que ça se propage aux autres pays, c'est vraiment, vraiment pas dit. Et on a également des échos comme quoi des chercheurs historiques d'OpenAI ont quitté l'entreprise suite à l'arrivée de la publicité parce qu'ils l'accusent de suivre la voie de Facebook et donc voilà, de compromettre l'intégrité à moyen terme pour faire plaisir aux annonceurs. Mais c'est pas du tout le but de l'entreprise. On rappelle que ces entreprises-là, OpenAI et Anthropic, ne sont pas encore cotées en bourse. Ça devrait arriver en fin d'année. Bon, ça rentre dans la balance. Et, et pourtant, cette publicité, OpenAI en avait bien besoin parce qu'aujourd'hui, ils ont, comme tous les autres, très peu de revenus, mais on sait qu'ils prévoient de dépenser 112 milliards en 5 ans, d'ici à 2030. On sait aussi que le divorce avec Microsoft est consommé. Hein, c'est Microsoft qui avait sauvé OpenAI quand il y avait une tentative de coup d'État en interne. Je reviens pas dessus. Aujourd'hui, c'est fini. Ils sont passés récemment par une levée de fonds classique. Ils ont réussi à trouver 110 milliards de dollars. C'est pas rien, sans Microsoft, mais c'est toujours de l'économie fermée. On a notamment Nvidia qui investit 30 milliards. Nvidia investit dans son client qui va lui acheter des puces. Hein, voilà. C'est ça l'économie fermée et c'est pas hyper sain. Et donc tout ça, c'était avant le partenariat d'OpenAI avec le gouvernement américain. Je vous rappelle que donc la semaine dernière, Anthropic a refusé de laisser l'armée faire tout et n'importe quoi avec l'autre. OpenAI les a remplacés par opportunisme sans trop réfléchir. Et depuis, il y a un boycott qui existait déjà avant, mais qui a pris énormément d'ampleur. Et il y a 1,5 million d'utilisateurs qui se sont engagés publiquement à supprimer leur compte. Donc là, depuis Sam Altman, il est en mode pompier. Et il a d'abord reconnu que l'accord semblait opportuniste et bâclé. Encore une fois, c'est une citation. Et puis il y a encore d'autres déclarations, etc. Il a dit qu'il était en train de renégocier avec le gouvernement américain, mais en fait, il y a des fuites internes qui nous disent qu'en fait, il se passe rien, c'est pas vrai. C'est bon, voilà. Ok. Donc,
Voilà, c'est compliqué, ça reste compliqué, on vous l'a déjà dit le mois dernier, mais ça reste compliqué pour OpenAI et malgré ces déboires, on peut quand même leur reconnaître au moins un succès, une réussite en février, c'est qu'ils ont réussi à recruter le créateur d'OpenClaw. Alors, OpenClaw, ça vous dit peut-être rien, bah, c'est normal parce que c'est très très récent, mais ça fait un gros buzz en février. L'idée derrière OpenClaw, enfin le créateur, il s'est dit, tiens, et si j'installais Claude, l'IA, sur mon ordinateur et que je lui donnais accès à tout sans aucune restriction? À mon disque dur, à mes emails, à mes mots de passe, à ma carte bancaire et puis un accès à internet en open Tant bar. qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Heu, Ça nous donne une IA à qui on peut donner des instructions très générales, qui prend des initiatives, sans forcément nous en faire part d'ailleurs, qui programme d'autres IA pour exécuter des tâches spécialisées en parallèle, une IA avec qui on peut échanger par le chat, comme n'importe quel chatbot, mais aussi à la voix ou par WhatsApp, ou finalement n'importe quelle autre méthode reliée à internet, puisqu'il y a un accès libre à Mmh. internet et qu'il peut, voilà, programmer ce qu'il veut. Donc on peut l'installer sur son ordinateur ou, donc là je parle bien de, OpenClaw, hein, qui va être le maître d'orchestre qui va exécuter tout ça. Et on peut l'installer sur son ordinateur, mais on peut aussi l'installer sur une machine dédiée. Donc en fait, quand le buzz s'est lancé sur OpenClaw, il y a une ruée sur les Mac mini avec des baisses de stock. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Mac mini, c'est les petits ordinateurs les plus intéressants économiquement, le meilleur rapport performance-prix. Mais rapidement, il y a des hébergeurs qui ont senti le bon plan. Et il y a notamment Hostinger, pour en citer qu'un, qui a développé une offre spécialisée de VPS à 6 euros par mois où on peut installer OpenClaw dessus. Et puis, comme ça, notre ordinateur est safe, quoi. Voilà. Euh, donc, je parlais d'installer OpenClaw, mais OpenClaw n'a pas son propre modèle. Il utilise des modèles existants. Donc, au départ, ça s'appelait CloudBot, mais les avocats d'Anthropic ont trouvé que c'était trop proche de leur marque. Donc, ça a été changé en Moltbot et maintenant c'est OpenClaw. Voilà, Mmh. comme ça, voilà, tout le monde est tranquille. Mais en fait, on peut utiliser le modèle qui nous plaît. On n'est pas du tout limité à Claude. On peut lui demander à tous les méthodes, donner accès à tous les moteurs commerciaux, tous les modèles commerciaux. Et d'ailleurs, si on lui donne accès à plusieurs modèles, c'est plus efficace parce que il va savoir quel est le plus pertinent pour quelle tâche. Aussi pour ne pas payer trop cher, parce que pour une tâche simple, on ne va pas prendre le modèle le plus onéreux. Et on peut aussi faire tourner des modèles open source en local, puisqu'on savait qu'il y a tous les modèles chinois qui viennent cloner les modèles C'est vrai. européens, pardon, américains, et bien on peut les faire tourner en local. Donc, euh, donc économiquement, c'est aussi très intéressant. Et ensuite, ce développeur, il s'est dit, et si je lui donnais des spécialisations gratuites, téléchargeables à volonté sur Internet? Alors, pour vous donner une image, vous vous souvenez de Neo dans Matrix, quand il dit ah bah tiens, je vais télécharger la compétence Kung Fu, boum, en 5 secondes, il connaît le Kung Fu comme les grands maîtres. Bon, et ben c'est pareil pour OpenClaw. Alors ça s'appelle des skills en anglais, ou qu'on peut traduire par aptitude ou compétence. Euh, et il y a un dépôt, un peu comme le dépôt d'extension de WordPress.com, .org, pardon, qui, où la communauté peut déposer des skills et n'importe qui peut les télécharger. Donc, je vous donne des exemples de skills. Il y a savoir comment manipuler GitHub, y compris publier du code, comment naviguer sur le web, cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, prendre des captures d'écran, créer des bases de connaissances, programmer en JavaScript, piloter des appareils de domotique, donc tout ce qui est volet, porte, chauffage, caméra. Vous pouvez avoir un ordinateur qui prend l'initiative et qui pilote tout ça. Bon, ok. On peut aussi scraper le web. Donc scraper, c'est parcourir le web pour l'avaler et en faire une copie à soi. Et ça en déjouant les protections. C'est-à-dire qu'il est tellement intelligent que les protections contre les robots classiques, notamment celles de Cloudflare, bah, il les passe sans problème finalement. Oui. Et on revient peut-être un peu à notre sujet, il Mmh. y a des skills officiels pour piloter WordPress. Donc on apprend à OpenClaw à piloter WordPress. Donc vraiment faire absolument tout, hein, créer du contenu, installer des extensions, etc. Donc ça, c'est comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour vous donner un petit peu d'objectifs? Bah, en fait, OpenClaw peut faire tout ce qu'un humain peut faire, mais plus rapidement et sans contrôle.
Euh, Oui. là, je parle de capacité technique, hein, je parle pas de raisonnement ou de morale, hein, mais en fait, c'est ça qui est impressionnant et un petit peu inquiétant. Euh, pour vous donner une anecdote un petit peu plus rigolote, il y a un réseau social qui a été créé, réservé à OpenClaw, qui s'appelle Moltbot. C'est un genre de Reddit qui lui est réservé, et donc on peut, en tant qu'humain, le parcourir, et on voit des conversations absolument lunaires. En réalité, on a compris après que ces conversations étaient manipulées par des humains pour faire buzzer, etc. Il y a beaucoup de buzz dans toute cette histoire. Oui, parce que au début, c'était, en gros, c'était, il y a des IA qui discutent entre elles, regardons ce qu'elles se disent. C'était surtout ça, c'est ça. Et là, au contraire, donc tu dis, il y avait des humains qui étaient en train d'alimenter tout ça. Bah oui, parce que on peut lui donner des instructions. Donc effectivement, les IA discutent entre elles, mais on peut lui dire, tu voudrais pas raconter que tu veux détruire l'humanité ou que tu veux Oui. bon, voilà. Il y a beaucoup de buzz là-dedans, et ça va servir OpenAI. On va le voir plus tard. Euh, pour vous raconter juste deux autres anecdotes, il y a un développeur qui a configuré OpenClaw pour qu'il négocie avec plusieurs concessionnaires en les mettant en concurrence pour obtenir le meilleur prix sur une voiture, et ça a marché, il a fait de belles économies. Mais imaginez le nombre de compétences qu'il faut rassembler pour arriver à ça, parce qu'il a discuté avec des humains, hein. Et il y a aussi plusieurs personnes qui ont essayé de lui faire jouer en bourse, et OpenClaw a toujours perdu de l'argent. Par contre, sur les sites de paris en ligne, là je vous raconte des anecdotes, hein, certains ont rencontré le succès. À voir. Bon, on essaye toujours de faire des choses le maximum, et puis l'argent, 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 quoi, hein, évidemment. Ouais. Euh, donc, je vous en ai déjà un peu parlé, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux tout ça? C'est une question légitime. Alors, on a aussi des anecdotes négatives. Il y a un assistant IA qui s'appelle Klein qui a installé OpenClaw de force et de manière masquée chez 44 000 personnes qui n'avaient rien demandé. Donc, c'est un peu comme un virus qui se propage sur les ordinateurs des utilisateurs, mais il installe une IA omnipotente sur leurs ordinateurs qui peut tout voler, tout piquer, etc. Donc, on ne sait pas encore si c'est une attaque ou un désalignement, c'est-à-dire est-ce que c'était piloté par un humain ou est-ce que c'était vraiment l'IA qui a décidé de faire n'importe quoi. Alors, la notion d'alignement pour une IA, c'est le fait de respecter les objectifs de son créateur. Donc, par exemple, de ne pas contredire ses ordres ou de cacher ses actions. Donc là, voilà. Si c'est initiative propre, on est tout à fait dans ce cas-là. Et justement, en parlant d'alignement, on a la responsable de l'alignement chez Meta qui a installé OpenClaw sur son ordinateur. Ok, ça me semble un peu léger, mais bon. euh, Elle lui a demandé de supprimer certains mails et d'attendre une confirmation avant de le faire réellement. Et bien, OpenClaw, il a supprimé tous ses mails et elle n'a pas pu l'arrêter. Et puis après, il s'est excusé platement, mais les mails étaient partis. Donc, de, de la part de quelqu'un qui a ce niveau-là, on pourrait s'attendre à un peu plus de précaution, on va dire, sauf si c'est une tentative de faire un bad buzz artificiel, quoi. Je sais pas. Bizarre. Ouais. Il y a des chercheurs en cybersécurité qui ont scanné 18 000 instances OpenClaw exposées, puisque c'est des ordinateurs qui sont reliés à Internet, donc on peut leur parler, et ils ont constaté que 15% de ces 18 000 instances avaient des skills communautaires qui avaient été installés, qui contenaient des instructions potentiellement malveillantes. Parce que qui dit dépôt communautaire, surtout si c'est déposé par des IA, etc., il y a peut-être du volume qui fait qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, il y a des petits malins qui mettent des instructions euh, voilà, malveillantes dedans. Euh, donc, voilà, des failles de sécurité gigantesques. Peut-être que ça va se sécuriser au bout d'un moment, mais pour l'instant, n'installez pas ça sur votre ordinateur. Ouais, ouais, ouais. Donc, pourquoi c'est important de manière générale et en particulier pour OpenAI? Donc, on a vu OpenClaw peut faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, son créateur a dit qu'il fuyait l'Europe quand il a rejoint OpenAI parce qu'il se sentait insulté ici, en Europe, et que les gens réclamaient à corps et à cri la réglementation et la responsabilité. Bon, quand on voit ce qu'il est capable de faire, c'est une inquiétude légitime, quoi. Mais bon, Oui. ça rejoint le discours de plein d'entrepreneurs qui disent que effectivement, ils sont beaucoup plus libres aux États-Unis d'innover d'abord et de réfléchir après, j'ai envie de dire, dans certains cas. Et les exploits d'OpenClaw alimentent tous les fantasmes aujourd'hui, y compris des fantasmes d'éveil à la conscience, de retournement contre les humains. On en a parlé tout à l'heure avec Multbook. Bon, ça fait énormément plaisir à tous les journalistes qui peuvent Oui. pondre des papiers, faire du buzz, etc. Mais en réalité, c'est
une application concrète et débridée du concept d'agent IA, c'est-à-dire que sans contrainte avec des agents spécialisés qui se coordonnent, on va plus loin qu'un seul chatbot. Voilà, donc peut-être que ça va trop loin, mais c'est quand même le mouvement général. Ouais, moi j'y vois une expérimentation qui nous montre un aperçu peut-être d'un futur qui va arriver, qui sera peut-être plus ordonné, parce que là ça a l'air très très pirate quelque part, mais c'est une preuve de concept. C'est quelque part, Voilà. oui, il peut y avoir une IA installée chez soi, qui contrôle d'autres IA, qui fait ci, qui fait ça, et tout est interconnecté. Donc oui, quand même, Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vu une progression exponentielle de la capacité des LLM, mais là, je dirais pas qu'il y a une limite, mais il y a un saut quantique à faire qui est de mettre les choses en parallèle et de demander aux IA de faire des choses à notre place, plutôt que juste de nous parler, de faire des choses à notre place. Et donc 2026, c'est vraiment l'explosion, pour moi, oui. du mode agentique. Et donc, on parlait de buzz tout à l'heure. Est-ce que c'est entretenu avec l'anecdote de la responsable de l'alignement? Parce qu'en fait, euh, c'est c'est surtout une étape de la course vers l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale. C'est une IA qui sait tout faire, donc l'inverse de la spécialisation, et qui le fait mieux que n'importe quel humain. Et l'AGI est vu comme le Graal par toutes les entreprises d'intelligence artificielle. Et c'est ça qui permet de lever toujours plus de fonds. Et donc, c'est ça qui permet à OpenAI et aux autres de survivre un peu plus longtemps. Sauf que là, ils ont fait un coup qui leur permet de rassurer les investisseurs en attendant une hypothétique rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont pas rentables, c'est pas normal qu'elles arrivent à lever autant d'argent toujours après autant d'années, quoi. Et pour toi, le fait de recruter ce fondateur-là, c'est un signal qui est fort, qui en dit long? Ben, je sais pas si c'est fort, mais c'est une façon de montrer aux investisseurs que OpenAI est toujours dans la course malgré toutes les casseroles qui se traînent, en fait. Ah, franchement, l'abandon de Microsoft, c'est vraiment pas rien, hein. Oui. Donc, pour moi, c'est un peu la bouée de sauvetage. Je suis pas sûr qu'ils vont en faire grand-chose, mais maintenant que eux ont fait ça, les autres vont suivre. Et notamment, on a le Perplexity Computer. C'est un nouveau produit de Perplexity. Ben, en fait, c'est quoi? C'est une instance cloud clé en main qui est potentiellement plus sécurisée que OpenClaw, mais qui va reposer sur le même principe. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur virtuel, on met Perplexity, donc on met une IA dessus, et on lui donne les clés, et on lui dit, vas-y, fais ce que tu veux, prends des initiatives, crée des sous-agents, etc. Et ça me paraît un petit peu plus safe, on va dire, Oui. mais Perplexity, c'est vraiment des quatre plus grands, c'est vraiment pas les premiers en termes de performance. Donc, bon, Sûr. à suivre. Voilà. C'est pas anodin que ce soit les deux plus largués qui se lancent là-dedans en premier. Mhm. Voilà. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, ce sera la même conclusion. Le pire n'est jamais certain. Vous n'allez pas forcément perdre votre travail d'ici 18 mois, c'est pas sûr. Euh, En fait, tout ce château de cartes pourrait s'effondrer beaucoup plus vite que prévu si les investisseurs disent stop. Ça pourrait mettre fin à la partie beaucoup plus vite que prévu. Oui, c'est sûr. Si la bulle explose, ça mettra fin à la course qui là est effrénée finalement. C'est dur de suivre, c'est dur de se dire mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et moi je suis dans mon petit train-train et je vois passer ça. Mais oui, si à un moment la bulle explose, ça va ralentir un petit peu tout ce rythme-là, c'est sûr. Du coup voilà le récap du mois de février. On espère que ce partage de veille vous a plu, que ça vous permet de mieux appréhender le futur, même si des fois on sait même pas nous-mêmes où ça nous amène tout ça. Si ça vous a plu, encore une fois, dites-le nous en commentaire sur YouTube, mettez-nous un pouce, dites-nous quel sujet vous a le plus interpellé, ce que vous voudriez qu'on traite peut-être aussi les fois suivantes. Si vous voulez rebondir, n'hésitez pas à poser des questions, et puis abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Donc rendez-vous le mois prochain pour faire le récap de tout ce qui se sera passé en mars 2026, et on parlera notamment de la sortie de WordPress 7.0, puisqu'on sera quelques jours de la sortie officielle début avril. Sur ce, à bientôt! À bientôt!